ce deuxième temps de conférence, il va démarrer sur un double enjeu qui est celui des mobilités, comme on l'a appelé. Pourquoi les mobilités? Puisqu'on a distingué en fait deux types de mobilités qui sont comment dire, très liées aux thématiques de l'habitat. Anne-Marie Fixot, donc, qui est enseignante-chercheuse, géographe et en sciences de l'homme à l'université de Caen. C'est ça, je ne me trompe pas? Parfait. Qui va nous aborder le sujet des mobilités humaines. Et Éric Charéron, donc, qui est directeur de la prospective pour le groupe Keolis France, qui lui, forcément, va nous parler un peu plus de questions de transport, mais un peu sous tous ses angles. Et encore une fois, comment le transport est intimement lié aux questions d'habitat. Anne-Marie Fixot, votre sujet, donc, c'est les mobilités humaines et plus précisément les populations en transit. Votre propos est de dire les populations en transit aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce sont des habitants des villes, à part entière. Absolument. Mais avant de développer ça, je voudrais vous rappeler un certain nombre d'éléments pour que vous compreniez un petit peu peut-être la logique dans laquelle je me situe. Alors, derrière l'idée de mouvement de population, il paraît, je pense, indispensable de définir plusieurs termes qui ne renvoient pas aux mêmes modalités ni aux mêmes besoins des personnes. Il y a d'abord le déplacement, d'une part. Il y a d'autre part la mobilité, et on verra que déplacement-mobilité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, enfin, il y a le transit. Alors, je vais les prendre successivement et vous allez mieux percevoir après la logique d'ensemble. Quand on parle de déplacement, tout au moins en sciences humaines, il s'agit essentiellement du changement de place entre un lieu de départ, un lieu d'origine, et un lieu d'arrivée ou de destination, mais qui concerne aussi bien les personnes que les objets qui sont transportés. Ce déplacement s'intéresse au mouvement, mais essentiellement en termes de mesures. Mesures de distance, mesures de périodicité, mesures de fonctionnalité. C'est comme ça qu'on parle des déplacements quotidiens, domicile-travail, des déplacements permanents du nomadisme, ou bien des déplacements occasionnels, du tourisme et de la villégiature. Mais non seulement on en parle de déplacement dans les termes de mesure, mais également dans ses aspects techniques. Aspects techniques, c'est-à-dire les moyens de transport, et là, je n'en dirai rien parce que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déplacements aujourd'hui s'intensifient de plus en plus, se diversifient aussi pour de multiples raisons, techniques, économiques, sociales, politiques, culturelles, environnementales, etc. Ça, c'était le premier constat du déplacement. Deuxième constat du déplacement, ce n'est pas non plus un scoop, mais il faut l'avoir bien en tête, c'est que les hommes ont toujours bougé et c'est lié au propre même de la vie. C'est le mouvement qui a permis l'humanisation de la planète et je vous renvoie tout simplement aux découvertes des archéologues préhistoriens à propos d'Homo sapiens. Selon Hervé Lebras, qui est un démographe, il dit souvent que l'Homo sapiens est aussi bien un Homo migrans. Voilà. Et à ce titre, donc, le déplacement peut être considéré comme un mode de vie de l'espèce humaine dont le phénomène n'a pas cessé de s'amplifier et qui a donné naissance à l'anthropisation de la Terre au gré des déplacements de nos ancêtres, afin justement d'occuper de nouveaux espaces et de s'approprier de nouveaux habitats. Mais ce déplacement peut être aussi assimilé par certains donc, à un véritable ethos, c'est-à-dire à une manière d'être, des habitudes, et ça passe aussi bien des premières heures du nomadisme qu'aux découvertes qu'au moment des grandes découvertes ou à l'exploration des pays neufs du 19e et 20e siècle. Donc vous voyez, tout ça pour dire que l'histoire des hommes est absolument indissociable de leur capacité à se déplacer, à quitter leur lieu de naissance et à explorer.
Et ça, je le dis fortement, à un moment où, effectivement, de façon très concrète, tous les jours, arrivent en Normandie, en France, en Europe, des gens qui se déplacent. Et, j'allais dire, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité ou de notre humanitude. Tous ces mouvements, ce sont les migrations de population qui constituent un concept complexe, polysémique, qui renvoie à des réalités et à des dynamiques extrêmement différentes. On peut les analyser sous l'angle de la fréquence, c'est les distinctions journalières, saisonnières, définitives. On peut aussi les analyser sous l'angle géopolitique, c'est la distinction migration nationale interne ou migration internationale, c'est-à-dire migration externe. Mais on peut aussi les analyser sous l'angle des distances, c'est-à-dire distinction des migrations à petite, grande ou moyenne échelle. Troisième constat, c'est qu'il est absolument indispensable de distinguer les phénomènes en tant que tels des analyses et des théories auxquelles ces phénomènes donnent lieu. Il ne faut pas mélanger les deux. Et si je mentionne cela, c'est tout simplement pour indiquer qu'il y a les faits, la manière dont on les analyse, dont on les prend en considération, et, ou pas d'ailleurs, qui traduisent bien sûr des représentations et aboutissent très souvent à des classifications, et ensuite les politiques auxquelles ces études peuvent ou non donner naissance. Et ces trois éléments distinctifs, je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Et à partir de là, sur ce socle-là, je voudrais attirer plus particulièrement votre attention, comme je disais tout à l'heure, sous deux angles d'analyse des déplacements qui mettent justement l'accent sur deux termes spécifiques, la mobilité et le transit. Deux termes qui sont intimement liés à la manière dont on conçoit l'existence des hommes, dont on conçoit nos modes de vie et d'habiter, et bien sûr les politiques publiques qui peuvent s'en suivre. Alors, la mobilité. La mobilité, bien, ça concerne une approche spécifique du déplacement, puisqu'elle a une double composante, à la fois dans l'espace physique, c'est-à-dire qu'on analyse le changement de lieu, mais également dans l'espace social, c'est-à-dire qu'on prend en considération les transformations sociales que le déplacement a sur les personnes. Donc la dimension sociale est en plus de la dimension stricto sensu de mesure géographique de distance. Cette démarche, en effet, cherche à étudier et à comprendre, comme je viens de le dire, l'effet, l'influence du déplacement sur les personnes, à repérer les changements que le déplacement suscite, à comprendre les transformations, les évolutions des personnes qu'opèrent ces déplacements. C'est donc la rencontre, à partir de ce moment-là, et on s'en aperçoit, de nouveaux modes de vie, de nouveaux paysages, de conditions d'existence non connues, qui aboutissent souvent à des changements d'attitude et de comportement chez les personnes qui sont en mobilité, et à des changements aussi dans leurs idées et dans leurs pratiques. Cette perspective donc de mobilité vise à étudier les changements sociaux, individuels et collectifs, produits par tous les déplacements qui ne cessent de croître, on le voit bien dans le monde, mais qui n'amènent pas nécessairement de la mobilité quand on se retrouve toujours dans le même univers social, même après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Parcourir le monde, par exemple, d'un aéroport en aéroport, d'un hôtel international à l'autre ou d'un complexe touristique à l'autre, eh bien, c'est bouger, mais ce n'est pas pour autant être mobile. Et ça, Vincent Kaufmann le montre très très bien dans un ouvrage. Nous nous déplaçons ainsi, certes, de plus en plus, mais parfois tout en étant moins mobiles, selon lui,
car beaucoup de nos déplacements, finalement, résultent d'une volonté de conforter notre ancrage de sédentarité en utilisant des transports de plus en plus rapides, articulés à des nouvelles technologies de plus en plus connectées. C'est-à-dire qu'on a nos ancrages sédentaires et on opère au niveau du déplacement aucun changement social. D'ailleurs, dès les années 30, les chercheurs de l'école de Chicago aux États-Unis distinguaient déjà très bien ce qu'ils appelaient la fluidité de la mobilité. Vue sous l'angle de la mobilité, la migration, par exemple, ne se réduit pas du tout aux stéréotypes qui l'accompagnent pourtant souvent, c'est-à-dire que la migration, ce n'est pas qu'un simple passage de frontières ou de limites géographiques administratives. Quand on ouvre les journaux et qu'on parle des migrations aujourd'hui, on ne voit simplement que des problèmes de frontières. Et c'est vrai, ils existent. Mais que la migration soit internationale ou interne au pays, il faut comprendre que c'est un long parcours et un parcours complexe. Que c'est un parcours qui affecte et modifie les vies et les identités des personnes impliquées à la fois dans les lieux de départ, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui part, il y a des autres personnes qui restent et qui se trouvent changées, bouleversées par le départ de la personne qui part en déplacement. Mais il faut également étudier, bien sûr, les sociétés des lieux de transit, c'est-à-dire celles qui sont justement en mobilité, mais aussi les sociétés des lieux d'accueil qui, justement, risquent de changer, ou tout au moins, au contact desquels les personnes qui sont mobiles risquent d'évoluer et de voir transformer un certain nombre de pratiques. Donc vous voyez bien que la migration, ce n'est pas qu'un simple itinéraire d'un lieu dans un autre ou une suite de formalités administratives, parce que la mobilité migratoire implique de prendre en considération aussi la construction de l'individu, l'évolution des identités personnelles, le processus d'intégration individuelle et collective de la personne migrante. C'est prendre alors en considération l'histoire et les modifications des sociétés quittées, des sociétés traversées et des sociétés concernées par l'accueil. Donc vous voyez bien que ce n'est pas rien. Voilà. Et trop souvent, ces aspects de migration et de mobilité sont réduits à la part vraiment très petite, très réduite de la fonctionnalité ou de la simple itinérance. Donc vous voyez, la mobilité pourrait correspondre à ce que certains appellent l'espace vécu des déplacements. Et quand on parle de déplacement ou quand on parle de mobilité, on ne renvoie pas la même chose. Vous voyez, toutes les mobilités ne sont pas nécessairement des déplacements, parce que justement, ça nécessite de prendre en considération dans les analyses et dans les rapports aux gens toutes ces dimensions de changement social que ça implique. Et qui laisse bien sûr des empreintes sur la vie, l'identité et la position sociale des personnes qu'ils affectent. Alors ça m'amène maintenant à vous parler un petit peu du transit. J'espère que je ne suis pas trop... un peu d'accord. Donc pour moi le transit, c'est le moment, le temps du parcours entre bien sûr le départ et l'arrivée, considéré souvent comme départ et arrivée comme lieu repère de sédentarité. C'est-à-dire que socio-anthropologiquement, le transit, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux avec ces images positives de non-enfermement, de possible liberté, mais aussi
avec ces images négatives d'insécurité, de peur de l'inconnu, d'incertitude de l'avenir, etc. Et donc le transit correspond aussi à une période où, à des distances très, très variables, auxquelles les chercheurs prêtent aujourd'hui de plus en plus d'intention. Parce que justement, cette période de transit, de l'entre-deux, n'est pas sans incidence sur les personnes et leur comportement dans le cadre de leur lieu d'arrivée. Pour les transits courts, par exemple, voire brefs, et vous êtes tout aussi bien placé que moi, même mieux pour le dire, on note aujourd'hui des efforts d'aménagement dans les moyens de transport collectifs pour diminuer la fatigue, pour diminuer la lassitude, pour même évacuer l'ennui, voire la vacuité, pour que ce temps de transit ne soit pas un temps du vide, mais corresponde aussi à quelque chose. Pour les transits plus longs, qui peuvent durer parfois des mois, des années, comme ça arrive aujourd'hui, ou des transits successifs, qui engendrent donc des périodes de pause et d'étapes temporaires, on note finalement donc, que ce sont des types de parcours complexes, mais pour lesquels aucune structure d'aménagement, d'équipement n'est réellement prévue et dédiée. En effet, la structure de l'habité, qui est absolument indispensable car rassurante, au moment où le risque et le sentiment d'incertitude est très fort, eh bien, n'existe pas. Il n'y a pas d'habitat dans les villes aujourd'hui pour personnes en transit. Je me permets juste d'intervenir sur ce que vous dites à l'instant, parce que vous identifiez bien que finalement, cet enjeu du transit des populations est un vrai enjeu qui nous concerne aujourd'hui, qui va nous concerner peut-être encore plus demain. On imagine volontiers la question des transits subis. Il y a aussi cette question de la mobilité choisie quelque part, avec peut-être aussi des habitants des villes, mais qui souhaitent ne pas être des habitants permanents des villes et pouvoir passer d'une ville à l'autre. On le voit déjà aujourd'hui dans le milieu professionnel, dans le milieu des études, de l'alternance. Donc finalement, votre question, c'est de dire aussi, aujourd'hui, on n'a pas les formes d'habitat qui permettent d'accueillir ces populations dans les bonnes conditions. Et je dis bien des formes d'habitat pérennes, parce que c'est ça que j'ai oublié je crois que je n'ai pas prononcé le mot, or il est très très important. On n'a que des formes d'habitat, soit d'urgence, soit eux-mêmes éphémères, comme on les appelle très souvent, mais qui ne solutionnent pas le problème. Or, cette modalité, vous voyez, le transit, ça devient un véritable mode de vie pour certains, ou tout au moins à un certain moment de nos existences. Et ce transit, il devient de plus en plus fréquent dans la mesure où il concerne un nombre de personnes de plus en plus élevé. Il touche des catégories de plus en plus variées. Par exemple, ce sont les jeunes en formation, en stage ou en semestre d'études. Ce sont les familles ou les seniors confrontés à un accident de la vie. Ce peut être aussi à la suite de crues, ou on n'en a pas en France, mais de tremblements de terre, pendant plusieurs mois, des gens qui n'ont pas de logement décent, en attendant donc d'être pris dans des logements de retour après les assurances, etc. Ça peut être aussi des célibataires ou jeunes adultes en période d'essai professionnel. Et tout, donc, toutes ces personnes-là, vous voyez, aussi bien pouvant être des nationaux, des étrangers ou des réfugiés, qui appartiennent à des niveaux culturels et sociaux très différents, en situation d'itinérance par contrainte ou par choix. Exactement. Et c'est ça qui est important. Donc, le transit, c'est finalement, pour un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, un révélateur de la situation du monde actuel, qui laisse apparaître les nouvelles dynamiques de notre temps, dynamiques politiques, économiques, culturelles, climatiques, etc. Donc il s'agit d'un nouveau mode de vie, de plus en plus mobile, et auquel doit correspondre un mode d'habiter
avec des formes pérennes, adaptées à ce nouveau mode d'être au monde. Alors justement, on est là aujourd'hui pour nous projeter un petit peu sur l'avenir. Est-ce qu'il y a des idées qui émergent, des expériences qui sont tentées ailleurs dans le monde d'adapter l'habitat justement à ces populations en transit? Alors face à cela, il y a à notre connaissance assez peu finalement encore d'expérimentation d'habitats pérennes, hein, qui se sont développés en France. La plupart du temps, ce sont des habitats éphémères, voilà, et non pas pérennes. Et donc, nous sommes un groupe en Normandie qui avons eu l'idée, voire l'audace, de se dire, mais finalement, qu'une politique publique devait s'imposer, comme avait su le faire au début du siècle le logement social, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les HBM, devant le problème non pas de personnes mobiles, mais devant le problème du logement ouvrier lié au développement de l'industrialisation, de la révolution industrielle et de l'urbanisation. Et donc, vous voyez, là, on n'est plus à ce moment de l'industrialisation ni de l'urbanisation qui avait engendré cet habitat indigne pour les ouvriers qui pourtant travaillaient et pour lesquels, donc, heureusement, le logement social a été pensé avec ses HBM, avec ses cités-jardins. C'était dans les années 20, voire dans les années 30, et puis ça a perduré ensuite. Aujourd'hui, il s'agirait de penser, de réfléchir une nouvelle politique publique qui est, cette fois, non pas sur un mode de vie de sédentarité, mais apporter un habitat pérenne sur un mode de vie qui est de l'ordre du transit. Voilà. Alors, sans évidemment retomber dans des quartiers qui ne soient composés que de ces populations en transit. Ben oui. Puisqu'on a effectivement connu déjà ces phases de migration ou de... Tout à fait. Donc, ça pourrait mettre aussi un terme à tous les logements et solutions d'urgence qui sont vraiment insupportables parfois. Nous pensons aux squats, nous pensons aux nuitées d'hôtels qui sont payées toutes les nuits. Alors, heureusement, hein, moi je préfère voir les gens et les familles dans des hôtels plutôt que sur le trottoir, c'est évident. Mais loger pendant des semaines, des mois dans de tels hôtels où il faut changer tous les jours de chambre le plus souvent, c'est impensable pour justement pouvoir se réinsérer, pouvoir penser à un avenir, à parfois une alphabétisation, à la recherche de papier, à simplement une socialisation dans une société où l'on arrive. Donc, cette politique publique aurait comme objectif de donner une sécurité à ces personnes pour leur permettre une certaine disponibilité à leurs besoins par rapport à leur nouveau mode de vie en transit avant qu'elles optent pour éventuellement d'autres lieux ou une autre destination ou avant qu'elles optent pour la sédentarisation dans l'endroit. Et donc on le voit, c'est un vrai enjeu et je pense que nous, bailleurs sociaux aussi, ou bailleurs tout court, on a à réfléchir sur aussi peut-être des nouvelles formes de baux qui pourraient permettre, alors je sais pas, des baux qui... Pourquoi pas imaginer une espèce de bail qui soit valable sur tout le territoire et qui nous permette comme ça de... Et pour ça, nous, on pense qu'il y a 3 axes essentiels à approfondir et puis à éclaircir. Hein. Le premier axe, c'est le problème de la disponibilité, à la fois soit immobilière, soit déjà immobilière ou foncière, hein, qu'il faudrait absolument repérer, donc faire tout un repérage là-dessus. Deuxième axe,
Il s'agit aussi d'envisager une réflexion sur l'habitat et les besoins d'habitat de ce type de population ayant ce mode de vie, pour comprendre un petit peu justement ce dont elles ont besoin. Et puis, troisième, et surtout pas les ghettoiser, c'est-à-dire qu'on peut, dans justement le repérage immobilier ou foncier, ça peut très bien être des maisons diffuses, dispersées, reprises, déjà construites, ou au contraire un terrain libre qu'il faut mieux bâtir, etc. Voilà. Et troisième piste d'approche, ça serait également d'envisager l'acceptabilité sociale par le voisinage, dans le voisinage, c'est-à-dire avec les habitants, c'est-à-dire qu'on sait très bien que il faut, ce mode de vie en transit quand même diffère de celui des habitants sédentaires, et comment les deux, dans un quartier, peuvent s'harmoniser le mieux possible. C'est la même chose au niveau des populations en transit, toujours faire attention à ce que les différences d'âge, culturel, etc., ne soient pas des causes d'agressivité, de violence. Voilà. Donc, il y a des études préalables à faire, ça c'est certain, mais je pense que c'est vraiment un enjeu, un défi pour nous, habitants des villes, pour l'accueil de ce type d'habitat, d'habitants et de politiques publiques, et vous, bailleurs, peut-être à nous aider en tant que chercheurs, architectes et habitants, etc., à nous aider aussi à réfléchir à cela. D'accord. Merci beaucoup Anne-Marie Fixot. On le voit, c'est un enjeu sur lequel on pourrait parler des heures et des heures et des heures et des heures. On en a déjà beaucoup parlé ensemble. Oui. On avait essayé de tirer un petit peu l'extrait de tout ça. On voit qu'on pourrait encore en parler. On pourra encore d'ailleurs le faire tout à l'heure autour d'un verre. Merci beaucoup en tout cas Anne-Marie Fixot de nous avoir éclairé sur cet enjeu des mobilités humaines, qui est un vrai enjeu à prendre en compte pour l'avenir. Éric Charéron, donc directeur prospectif de Keolis. On va parler d'une autre forme de mobilité. Alors, du coup, là, j'emploie le terme de mobilité avec un petit peu de précaution parce qu'on a vu que, on parlait pas forcément toujours de la même chose. Nous, on va parler mobilité de transport, hein, on va se le dire comme ça, et de voir un petit peu, toujours dans cette forme de projection vers l'avenir, quel impact, enfin, c'est même pas un impact, quel impact réciproque ont transport et habitat, et comment les deux vont évoluer à l'avenir, ou pourraient évoluer à l'avenir, pour façonner la ville de demain. Je vous laisse la parole. Je veux bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour ce Ability Day. Effectivement, je vais vous livrer quelques réflexions axées sur mobilité, diversité des citoyens et habitat. Le tout dans une réflexion actuelle dont on parle beaucoup, que sont les smart cities. Alors, en parlant de ça, j'ai juste une petite plaisanterie au départ, de dire les villes ont toujours été intelligentes. C'est pas parce qu'il y a IBM et Cisco qui, depuis 10-15 ans, cherchent effectivement à mettre en relation tout un tas de données. L'intelligence est quelque part conjointement, s'est développé avec les formes d'habitat, les formes de villes, c'est-à-dire Machu Picchu, les villes romaines, les villes auprès du Babylone, etc., étaient déjà des villes intelligentes. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a une évolution de ce concept de Smart City qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'au départ, la Smart City, c'est un peu ce qu'on appelle on aurait pu résumer ça du solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à la technique, on va faire confiance aux données et on va mettre tout ça en réseau et on va faire en sorte que les gens, on met tout sous réseau et on va pouvoir définir ce qui est bien pour les gens. Et depuis peu, en fait, il y a une deuxième dimension des Smart Cities qui est comment on rend une ville harmonieuse avec la participation des citoyens qui deviennent acteurs du changement. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'au dernier congrès des Smart Cities mondial qui s'est tenu à Barcelone en novembre, ça a été le thème du congrès, c'est des villes pour les citoyens et comment les citoyens changent leur ville. C'est-à-dire, bien sûr,
Il faut prendre en compte les évolutions technologiques, les outils. Bien sûr, il y a l'utilisation des données, mais au profit de quoi? Au profit de la ville harmonieuse, au profit de tous, des gens qui sont dans ce qu'on appelle le processus de gentrification et les gens qui en sont peu exclus. On le voit bien avec ce qu'a dit Anne-Marie Fixot. Le transit, nous, on le vit en tant qu'opérateur de mobilité. 2 exemples, effectivement. Les étudiants qui sont en alternance. Je vis à Caen. J'ai décidé de faire mon école d'ingénieur du son au Mans. Et j'obtiens un contrat en alternance, 15 jours au Mans, 15 jours à l'usine Vélizy à Paris, à PSA. Comment je fais? Comment est pris mon mode de vie? Comment? Alors que ce soit pour la mobilité, les tarifications, que ce soit pour l'habitat. Je travaille à la Flèche. C'est 300 demandeurs de pommes qui a besoin à la Flèche au moment de la cueillette des pommes. Dans les zones de maraîchage, et nous aussi, en tant qu'opérateurs, ça nous pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a à la fois où ces gens-là doivent trouver un logement digne pour accepter le travail, et en même temps, comment on peut, quelquefois dans des petits bassins d'emploi, les amener sur leur lieu de travail. Mais vous prenez Deauville comme Saint-Malo, c'est des centaines de personnes qui viennent travailler pour la saison touristique. Souvent des gens qui ne sont pas payés très cher, qui ont des problèmes de mobilité et des problèmes d'habitat. Or, la Smart City, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit pour les gens qui sont à l'aise et qui travaillent dans un certain type de métier. Quand ils en ont un, c'est effectivement pour tout le monde. Et alors, deuxième point, quand on parle de ville intelligente, de Smart Cities, tout de suite à l'esprit. Vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Songdo en Corée. Alors, Songdo, c'est la ville à côté de Séoul. Alors, tout est câblé, tout est extraordinaire au niveau du chauffage, des déchets, etc. Bon, il n'y a que 150 000 habitants, ce qui est tout petit à l'échelle de la Corée du Sud. Ou alors on pense à Los Angeles, à Barcelone qui est ici, ou à Amsterdam, ou à Paris. Mais en fait, on oublie trop souvent que 40% de la population française, 60% en Normandie, vivent en dehors du triangle des 3 grandes aires urbaines que sont Le Havre, Rouen et Caen. C'est-à-dire que même si ces aires urbaines doivent travailler ensemble, comment elles vont entraîner 60% de la population normande qui ne vit pas dans ces grandes aires urbaines-là. Et donc là, il y a un vrai défi. À mon avis, le terme de Smart Cities est un peu réducteur et on devrait plutôt parler, alors comme dit un chercheur qui intervient beaucoup auprès des collectivités sur les Smart Cities, de Human Smart City, et moi je dis de Human Smart Territory, c'est-à-dire pour qu'on inclue tout le monde, pour 2 raisons. D'abord parce que beaucoup de gens ne vivent pas dans les grandes villes, je vous l'ai dit, mais parce qu'il y a aujourd'hui une interpénétration des territoires qui fait qu'on peut vivre à Falaise, venir travailler à Caen, avoir des chantiers ou avoir des missions de temps en temps dans une autre ville à Saint-Lô et aller voir des amis parce qu'on est originaire à Vimoutier et rejoindre tous les week-ends sa famille à Vimoutier. Donc il y a une nécessité de bien coordonner tout ça au niveau d'une échelle qui est bien plus grande simplement que la ville. Donc ça veut dire 2 choses. On a des fils conducteurs. Vous me disiez tout à l'heure, Anne-Marie Fixot, que vous en aviez un. Nous aussi, on a des fils conducteurs. Le premier, c'est qu'il faut placer les citoyens en chair et en os au cœur du raisonnement. Alors pas en pipeau, parce que tout le monde le dit qu'il faut placer les citoyens au cœur du raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre la diversité des gens, la comprendre, l'écouter et essayer de la traduire en pistes de réflexion. Puis bien sûr, il faut maîtriser et comprendre les données. Il y a un chercheur, il n'y a pas longtemps, qui a dit un peu en plaisantant, voilà, il y a plus de grenouilles quand il n'y a plus. Il y a plus d'escargots quand il n'y a plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il pleut des escargots ou qu'il pleut des grenouilles. Donc les données, il faut savoir les interpréter. Les corrélations, ça ne suffit pas pour comprendre comment la société bouge. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc pour bâtir des territoires intelligents où on vit, où on habite, où on profite, il nous semble qu'il faut voir les citoyens derrière les flux. Parce que dans les territoires intelligents, on parle beaucoup de flux. Alors, on parle de flux d'énergie, de flux de déchets, de flux de déplacement, mais derrière ça, il y a des gens en chair et en os comme vous et comme moi. Donc c'est ce qu'on essaye de voir. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes trop souvent victimes, dans l'interprétation de la manière dont la société évolue, nous sommes victimes de présupposés et d'effets d'optique. Je vous donne un exemple très simple. Ça marche pour le transport, ce que je vais vous donner, mais ça marche pour un hypermarché, pour un cinéma, pour une patinoire. En fait, on va prendre des réseaux de transport de la taille de Caen, Twisto, mais on va retrouver les mêmes chiffres à Metz, à Nancy, à Angers. Qu'est-ce qu'on voit? Vous avez à peu près 30% des utilisateurs qui sont
des gros consommateurs qui prennent souvent le transport public. Donc ça veut dire qu'ils vont le prendre à 4 ou 5 fois par semaine. Donc au total, dans le mois, ils vont le prendre tout ça, ils vont chacun le prendre à peu près 16 fois dans le mois. Puis à côté de ça, vous avez 20% qui sont des réguliers, mais des réguliers à la semaine. Ben, je travaille à Douvres-la-Délivrance, je n'y vais pas en transport public. Par contre, j'ai une journée de disponible mercredi au marché Saint-Sauveur, j'y vais en transport public. Donc là, je prends une fois par semaine, ils sont 2 dans l'exemple, ils font 8 déplacements dans le mois. Vous avez 20% des individus qui sont des occasionnels, qu'ils prennent une fois par mois. Et de la même manière, vous avez un certain nombre de personnes qui sont exceptionnelles. J'ai laissé ma voiture à mon gamin, j'ai laissé la voiture à mon conjoint, et ce jour-là, je prends le transport public. En fait, toute analyse est donnée. Ce que nous voyons, nous, c'est les chiffres du bas, dire les fréquentations. Nous avons l'impression que nous voyons toujours les mêmes personnes. Parce que si ici, les 5 qui sont ici, vous prenez tous les jours, vous rentrez dans l'hypermarché, vous venez à la patinoire, vous venez dans le transport public, je vous repère. Si en revanche, vous, les 10 qui êtes là, vous venez qu'une fois par mois dans mon restaurant, j'ai moins vous repérer que ceux qui viennent tout le temps. Et nous avons tendance à dire, pour pratiquement dans toutes les analyses, 80% des gens sont des gros consommateurs, alors que non, nous avons 30% des gens qui sont des gros utilisateurs, qu'on va beaucoup voir, donc qui représentent 80% des entrées, mais nous avons 70% de la population qui sont des citoyens qui utilisent moins fréquemment ces équipements ou qui font moins fréquemment une activité. Mais ils ne se voient pas, parce qu'on ne va voir que ceux qui contribuent fortement à ces déplacements. Je vous donne un autre exemple d'effet d'optique. Vous prenez Caen et Lisieux. Vous avez 45 000 personnes qui, chaque jour, à peu près, viennent travailler sur la métropole de Caen. Et vous en avez 15 000 qui quittent la métropole de Caen pour aller travailler dans une autre commune. Et donc, si vous voulez, 45 000 qui arrivent et qui convergent vers Caen, ça fait des embouteillages. Et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens d'extérieur qui viennent travailler à Caen. Il y en a 15 000 qui sortent, d'accord? Donc c'est 3 fois moins. Mais si vous prenez la ville de Lisieux et la ville de Caen, il y a 2 fois plus de Caennais qui vont travailler à Lisieux que de gens de Lisieux qui viennent travailler à Caen. Mais on ne les voit pas, parce qu'on ne voit que la congestion en direction de Caen. Donc là aussi, c'est pareil, c'est des éléments qui font qu'on a des effets d'optique. Je vous donne un deuxième exemple en mobilité. Le deuxième exemple, c'est que dans tout le monde entier, quand on parle de mobilité, il y a un mot qui revient tout le temps, qui est le mot pendulaire, ou le mot en anglais commuter. Alors le pendulaire, pour ceux qui sont de mon âge et qui connaissent Brel, c'est un peu comme l'horloge au salon, qui dit oui, qui dit non. Et on voit derrière ce mot, vous me disiez que vous étiez passionné de sémantique, qu'on évoque le mot régularité. Et quand on dit régulier, on a tendance à penser que les gens qui habitent un territoire sont des réguliers de ce territoire. Et en fait, pas du tout. Si lundi prochain, on arrête les bus et les trams de Twisto en heure de pointe, et qu'on regarde les gens qui composent le bus et le tram, et on peut le faire aujourd'hui grâce à la billettique, hein, eh bien, il n'y en a qu'un sur 2 qui auront été vus le matin à l'heure de pointe. Et ceux-là, si je regarde le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y en a que la moitié de la moitié qui vont refaire le même schéma et qu'on va voir à l'heure de pointe du matin, à l'heure de pointe du soir. Donc nous avons une vision d'optique, tous, globalement tous. Nous avons cette logique-là de parler dans le monde entier, de Boston à Melbourne et de Stockholm à Lyon, et de Caen, je dirais, à Bordeaux. On a tendance à parler de pendulaire, ça veut dire des gens qui ont une espèce de régularité de déplacement. En réalité, le coefficient de la marée est identique, mais les gouttes d'eau qui composent cette marée sont différentes. Et il faut donc voir les gens derrière, je dirais, les flux. Je accélère, c'est ce que vous voulez dire? Légèrement. Légèrement. Alors, juste pour justement un peu réorienter, là, dans votre propos, vous êtes en train un peu de dire qu'il faut aussi réfléchir peut-être le réseau de transport, enfin en tout cas les réseaux de transport adaptés à chacun. Oui. Ça tombe bien, c'est un petit peu aussi un de nos leitmotifs, nous, l'habitat adapté à chacun. Et comment c'est concevable, ça, pour vous, opérateurs de transport, de faire un réseau de transport adapté à chacun? D'accord, alors je vais juste y venir après ça, parce que ça, c'est une thématique qui m'est chère, je me montrerai qu'un slide. C'est que, bien évidemment, c'est important pour concevoir un réseau de mobilité à chacun de comprendre
les fragilités. Nous sommes aujourd'hui face à une extrême diversité des citoyens qu'il faut intégrer pour le mieux vivre ensemble et qu'il faut arriver, ce sont des attentes à déceler et à comprendre. Vous savez, aujourd'hui, on fait des études en France épidémiologiques, alors par les ministères ou autres, par les organismes statistiques, et on prend une pathologie séparée les unes des autres. C'est-à-dire qu'on regarde les gens qui ont été victimes d'un AVC, on va regarder les gens qui sont atteints de maladies de sclérose en plaques, on va regarder les gens qui ont suivi un traitement, etc. On essaie de comprendre de manière un peu plus large la totalité des gens qui souffraient ou qui étaient en tout cas en situation de mobilité, en situation de fragilité. Donc bien sûr, au sens large, d'après l'INSEE, vous avez à peu près 18 millions de Français qui ont une fragilité physique au sens large. 12 millions d'après les MDPH, de handicapés, mais au sens large, à peu près 18 millions. Vous avez à côté des gens qui sont des 9 millions de personnes en France qui vivent et qui ont des problèmes pour comprendre le français. Alors je suis illettré alors que j'ai été scolarisé au moins 5 ans en France. Je suis analphabète parce que j'ai 70 ans, j'ai été élevé au Maroc, je suis une femme et à l'époque la scolarité n'était pas obligatoire pour une femme, ou je suis tout simplement, vous parliez des réfugiés, je suis syrien, je suis lettré dans ma langue, mais je ne suis pas lettré en français. Et puis vous avez les gens qui sont, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'écriture du paysage, que le paysage c'était de l'écriture, ben vous avez les gens qui sont des illettrés du paysage urbain, qui ne savent pas le repérer. Et ça, c'est très important, notamment quand on choisit son habitat. Il faut comprendre quelque part une représentation de l'espace, c'est-à-dire où je suis dans l'habitat que je vais choisir par rapport aux différentes opportunités que me propose une ville. Juste un point, c'est que bien évidemment, aujourd'hui, les difficultés, elles sont cachées. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où on a un peu un déni de la mort, un déni du vieillissement, un déni de la fatigue, et on ne va pas reconnaître facilement, alors que ce soit quand on recherche un travail, il y a des collègues dans son entourage, que nous sommes en situation de souffrance, parce que ça n'est pas forcément bien vu ou de difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui consiste à dire, attention, il faut qu'on arrive à être vigilant par rapport à ces gens-là, à l'ensemble de ces personnes. Et puis, vous l'avez signalé, le dernier point, c'est qu'une ville, un territoire, ça accueille beaucoup de personnes de l'extérieur. Sur Caen-la-Mer, il y a à peu près 700 000 personnes sur un mois qui viennent, qui passent, qui visitent, qui habitent. Alors habiter essentiellement chez des amis, d'ailleurs, à Caen-la-Mer, et pas seulement pour le motif du travail qui vient spontanément, pas seulement pour le festival de Bourgard, mais pour son attractivité commerciale, culturelle, sportive, de santé ou d'équipement administratif. Alors, par rapport à ça, excusez-moi, je reviens, voilà. Il y a un socle des attentes par rapport aux solutions de mobilité. Le socle des attentes pour la majorité de la population, c'est d'avoir quelque chose de simple, de lisible, et ce qu'on appelle de permanent en termes d'attractivité. C'est-à-dire que si on veut choisir des personnes, qu'on met par exemple du logement social, dans certaines communes où il n'y a pas de desserte ou de solution mobilité adaptée, ça n'est pas toujours facile. Or, il y a un socle d'attente qui est commun. Il faut faire simple et il faut faire permanent en attractivité si on veut faire en sorte, offrir le choix aux gens de ne pas avoir de première voiture, offrir le choix aux gens de ne pas acheter en deuxième et faire en sorte que la jeune génération ne soit pas découragée demain d'utiliser autre chose que la voiture en solo. Donc là, il y a réellement une vraie problématique. D'ailleurs, si vous voulez, quand vous concevez des solutions mobilité, c'est un peu comme si j'étais, aujourd'hui, si je suis un bailleur, et que je veux vous vendre un appartement, et que je vous dis, cet appartement, il est très bien. Bon, et la terrasse en été, il y a 40 jours d'ensoleillement l'été, je vous la supprime. Le jour de télétravail, vous pouvez télétravailler un jour par semaine, vous n'avez pas besoin de votre coin télétravail. La chambre d'amis, bon, à la limite, il y a une fois par mois quelqu'un qui vient vous voir, je vous la supprime. L'appartement, il n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que si je vous laisse que la cuisine, la chambre avec la télé, la salle de bain en disant tout le reste c'est du superflu, eh ben c'est supprimé. Eh ben c'est exactement pareil pour les solutions mobilité. C'est-à-dire que la terrasse ensoleillée, c'est typiquement les horaires d'été. Est-ce que ça va me permettre
dans les solutions de mobilité de pouvoir me déplacer également l'été. Le coin télétravail où je vais une fois par semaine, c'est le soir où je vais être obligé d'utiliser le transport public le soir, une fois par semaine. Et le coin où je reçois des gens une fois par mois, ça équivaut en solution mobilité aux gens qui ont besoin une fois par mois d'utiliser par exemple une solution le dimanche. Et pour l'habitat, si on veut bien évidemment arriver à localiser des gens, à leur proposer le choix dans certains endroits, il faut qu'on leur propose des solutions mobilité qui ne raisonnent pas que sur les flux domicile-travail, sur lesquels on a d'ailleurs une vue qui est quelquefois un peu trompeuse, puisqu'il y a 80% des flux qui ne sont pas liés au domicile-travail, mais qu'on prenne en compte la personnalité dans son ensemble et qu'on intègre ses besoins le dimanche, le week-end, le samedi, le soir, pour ses loisirs, etc. Et ça, c'est absolument indispensable. Alors bien sûr, la réponse idéale, c'est le tramway ou les modes lourds, les lignes fortes, où dessus, il y a deux critères. Vous savez qu'une ligne de tramway qui passe à côté de chez vous, si vous habitez au Calvaire-Saint-Pierre, vous avez un tramway tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas à réfléchir. En plus, vous voyez l'itinéraire, et même si vous ne savez pas vous orienter dans une ville, c'est quelquefois une clé à la compréhension de comment ça se passe. Alors qu'une ligne de bus, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut que j'aille à droite, à gauche? Vous voyez là la plateforme, vous savez que vous pouvez aller à gauche et que vous allez trouver une station. Puis en face, vous trouvez votre tour. Donc ça, c'est la solution évidente, la plus intuitive. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, je trouve que la grande oubliée des politiques publiques en matière de déplacement, c'est la marche à pied. Alors la marche à pied pour plein de choses. La marche à pied parce que bien sûr, ça permet d'abord, c'est le mode le plus démocratique. C'est-à-dire que globalement, plus que le vélo en tout cas, encore plus que le vélo, je vais dire, parce que il y a plus de gens qui peuvent marcher que de faire du vélo. Donc c'est un peu plus il est plus répandu, mais aujourd'hui c'est semé d'embûches, et y compris d'embûches psychologiques, on va dire, mentales. Mais la première embûche, c'est que dans ce qui se construit en termes d'habitat, notamment, vous avez de plus en plus des copropriétés où c'est fermé. C'est-à-dire que par rapport à gauche, c'est un exemple de ville en France, où en revanche, c'est une ville qui a le label Ville-Jardin, où on peut passer d'un endroit à l'autre en cheminant à travers les copropriétés les unes les autres, et donc on a des cheminements qui sont agréables, qui ne sont pas effectivement entre deux haies de buissons. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, il y a une coupure. Il y a de plus en plus de coupures dans la ville qui ne permettent pas facilement d'aller d'un endroit à l'autre. Le deuxième, il n'y a qu'en France, par rapport à nos pays voisins, où c'est la sécurisation, où il n'y a pas de traversée piétonne, où on indique aux gens le temps qu'il reste pour traverser. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un quartier, que vous devez vous rendre à 300 mètres pour aller prendre un transport public, et qu'il y a une avenue à traverser, vous allez en Italie du Nord, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, dans les pays du Nord, en Scandinavie, vous avez, à New York ou à Montréal, vous avez systématiquement, quand vous vous engagez à traverser une rue, le décompte de secondes qui vous reste pour la traverser. En France, vous vous engagez, le fil passe au rouge, et vous avez les voitures à droite qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle fout là, la mamie ou le papy, là, il ne voit pas qu'il a le rouge, c'est à moi de passer ». C'est très compliqué. C'est ça aussi l'insécurisation. C'est pas que des cheminements piétons qui soient éclairés, qui soient rassurants la nuit, c'est aussi des traversées piétonnes qui soient faciles. Bien sûr, on a aussi... Il faut aider à comprendre la ville, c'est-à-dire qu'il faut la flécher en cheminement piéton. Et nous, en tant qu'opérateurs de mobilité, on peut, au niveau des cœurs de quartier, essayer de travailler pour faire ressortir quelles sont les facilités pour aller à un endroit. On n'est pas obligé, vous venez de la Guérinière et vous allez à l'hôtel de ville. Vous n'êtes pas obligé éventuellement de descendre à Saint-Pierre et d'attendre un bus pour aller à l'hôtel de ville. Pour des gens qui ne connaissent pas bien, qui n'ont pas l'habitude, c'est à nous de les guider, de leur dire « mais vous pouvez très bien, en y allant par la rue Saint-Pierre ou le boulevard Leclerc et ensuite en coupant, vous avez des solutions qui vous permettent d'attendre si vous êtes en forme ». Donc ça, on a vraiment en tout cas travaillé là-dessus. Autre point pour le cheminement piéton, les bancs. C'est-à-dire que les bancs sont réclamés par beaucoup de gens, et on avait fait des études auprès de personnes qui étaient fatiguées qui nous disaient « les bancs, c'est l'équivalent des aires de service sur les autoroutes, c'est l'endroit où on se repose. C'est-à-dire que si on a 700 mètres à pied, c'est trop long. Si on sait que sur les 700 mètres, on a la possibilité de poser ses paquets, de pouvoir se reposer, on arrivera plus facilement à le faire.
Donc voilà, ce sont en tout cas des éléments, alors que 30% de la population souffre de la position debout, à Port des Trébuchets, donc il y a cette problématique-là aussi également à prendre en compte. Cette réflexion sur la marche à pied pour désenclaver les quartiers, pour faire en sorte qu'ils soient reliés aux grands pôles d'activité, aux arrêts de tramway, aux arrêts de bus, c'est un enjeu qui est essentiel. Et dernier point, je termine sur deux derniers points. Donc il y a l'aide pour s'orienter, bien évidemment à pied. Et puis ensuite, on peut penser à des tas de choses pour faire en sorte que dans les quartiers où les gens vont habiter, ils puissent avoir un bouquet de mobilité pour qu'ils puissent effectivement se servir de leur territoire et de ne pas être assignés à résidence, comme a dit un ministre de la Ville à une époque, faire en sorte que les gens ne soient pas assignés à résidence parce qu'ils se déplacent le soir ou ils se déplacent sur un endroit où il y a peu de gens qui se déplacent. Alors là, il y a plein de types de solutions différentes. Le vélo, on en a parlé. J'en prends deux. Une autre, c'est la centrale des moyens mobiles. La centrale des moyens mobiles, c'est un exemple qui existe en Wallonie, donc de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Et en gros, le parti pris, c'est de dire on ne peut pas compter que sur le covoiturage ou des solutions de transport public classiques pour aller d'un endroit à un autre quand il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent. Par contre, nous sommes dans une société où, vous ne le savez peut-être pas, mais sur l'agglomération caennaise, il y a 50% des adultes de plus de 25 ans qui ne travaillent pas. C'est comme ça, c'est en France. Il y a un adulte sur deux qui a plus de 25 ans qui ne travaille pas. Je suis jeune retraité, pré-retraité, retraité, dispensé de recherche d'emploi, congé parental, etc. Et parmi eux, vous avez des gens qui sont des citoyens qui sont prêts à rendre service, alors par rapport, je pense à l'économie sociale et solidaire, et qui sont prêts à rendre service. Donc ce qu'ils ont mis au point, c'est que si vous avez un déplacement à faire sur lequel il n'y a pas de solution de transport public, vous l'indiquez, et il y a quelqu'un qui va dire, ben moi, ce jour-là, demain, pas de problème, vous avez besoin d'aller à un rendez-vous chez le dentiste, moi je peux vous y amener, la personne est rémunérée au prix d'une indemnité kilométrique. Dire que ce n'est pas du covoiturage classique où deux personnes qui font le trajet entre Caen et Cherbourg se mettent ensemble, c'est quelqu'un qui se met au service de l'autre et qui dit, moi je peux. Et c'est organisé au service de toute une région. Et puis dernier point, on peut imaginer, dans les solutions, c'est en bas à droite, que les navettes autonomes, demain, pas tout de suite, même si on les expérimente, mais que des navettes autonomes sans conducteur, électriques, de petite taille, puissent permettre effectivement de mailler les quartiers pour pouvoir globalement assurer le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres entre un terminus ou une grosse station de ligne de tramway de bus pour permettre effectivement d'aller à l'habitat. Mais pour nous, c'est essentiel. Il y a l'habitat d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut impérativement qu'il y ait des solutions de mobilité qui permettent aux gens de ne pas rester chez eux et d'avoir le choix d'offrir, d'abord de ne pas avoir de voiture s'ils ne peuvent pas avoir les moyens d'en avoir une, et de pouvoir sortir et de bénéficier de tout ce que proposent les territoires environnants. Et aujourd'hui, on a trop tendance dans la mobilité en France comme en Europe à analyser tous les schémas de mobilité, et y compris les schémas quelquefois d'habitat, à partir uniquement du domicile-travail. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 personne sur 2 de plus de 25 ans ne travaille pas, et même ceux qui ont la chance de travailler, vous ne faites évidemment pas que du travail dans votre vie, mais vous vous déplacez, je l'espère en tout cas pour ceux qui travaillent ici, vous avez le droit de vous déplacer pour aller au marché, pour voir des amis, pour aller vous faire soigner, pour aller au bord de la mer, etc. Donc c'est cette idée-là de dire attention, ne concentrons pas que là-dessus les pratiques d'habitat, essayons de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la totalité des territoires autour, j'allais dire un peu quel que soit l'heure et quel que soit le jour auquel ils ont à se déplacer. Donc, un maillage fin et beaucoup de souplesse. Merci beaucoup Eric Charrero, je suis désolé de vous couper, on est un peu en retard. Et de l'intermodalité, pardon. Et de l'intermodalité. Y compris avec la voiture.